Paris, lui. Ouais, enfin c'était exceptionnel, j'étais en déplacement. Sans Sinon, ça, je suis à Ménil-Lénard. Le Ménil-Lénard et Marc, Du Val d'Oreille. le Val d'Oreille, VDR comme on dit. VDR, oui. VDR, il y a eu un bon tube de rap qui s'appelait Ah bon VDR, vas-y, Ben, je connais pas toute la culture de ma ville, désolé. Puis il y avait un maire, qui est maintenant Les présidents de la... Ligue d'athlétisme. Pas de la Ligue, de la Fédération française française. d'athlétisme. Amsalem. Oui, comment il s'appelait Amsalem. Amsalem. Voilà. C'est bon, hein? C'est bon. On a repéré? Je parle ici, je parle à la caméra, un petit peu là, voilà. D'accord. Qui me donne le top à l'oreille pour savoir quand je suis à l'antenne, parce qu'ici j'ai pas de... Surdoué, un adjectif, un nom, qui définit une personne, un enfant dont les capacités intellectuelles évaluées par des tests sont très largement supérieures à la moyenne. Est-ce le bon mot pour qualifier la thématique du jour? Réponse sans plus tarder. Entre nous, entre nous, Entre nous. Entre nous. entre nous, entre nous, Entre nous. Bonjour, bon nombre de mes invités aujourd'hui n'aiment pas cette appellation, ce nom de surdoué. On parle plus facilement d'EIP, d'enfants intellectuellement précoces, ou d'adultes à haut QI, à haut quotient intellectuel. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'un don à prendre avec des pincettes, qui ne fait pas toujours bon ménage avec le bonheur et qui a son lot d'inconvénients. Pour ce faire, nous avons décidé d'installer notre plateau ici au Musée des Beaux-Arts, parce que bon, c'est un lieu qui est beau, et puis c'est un symbole. Pourquoi est-ce symbolique? Tout simplement parce que les personnes qui m'entourent, les gens qui sont précoces intellectuellement, qui ont des hauts QI, se retrouvent assez régulièrement dans ces allées-là de la connaissance, du savoir, de la culture. Et je pense qu'ils ne me contrediront pas aujourd'hui. Je vais poser tout de suite la question à une maman et à son fils, à Isabelle et à Damien, qui font partie des invités de ces thématiques, les surdoués. Est-ce que c'est vrai que lorsque l'on a un haut QI, Isabelle, on va souvent dans des lieux de savoir? Bah oui, oui, parce que je dirais la curiosité est là et même si on ne sait pas, je dirais la hauteur, si on peut dire, du QI, la position qu'on a, de toute façon, on a la curiosité qui réclame, qui appelle, et puis on a besoin d'apprendre, on a besoin de savoir, de se documenter, et puis bah oui, il y a les musées, il y a les bibliothèques, et puis tous les endroits où on peut découvrir plein de choses, quoi. Damien, est-ce que ce sont des lieux où tu aimes aller, toi? Bah, ça dépend de ce qu'il y a. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus en l'occurrence? Moi, les dinosaures. Les dinosaures. Je crois que tu es incollable sur les dinosaures. Oui. Est-ce que tu aimes le terme de surdoué? Bah, ça, quand on est surdoué, ça apporte des avantages, oui, parce qu'on comprend plus vite, mais sinon, non. Très bien. Et ta maman?
Et vous, Isabelle, ce terme de surdoué? Non, moi j'aime pas du tout parce que ça a une connotation un peu prétentieuse qui me dérange énormément. C'est pas spécialement qu'on est surdoué, qu'on est plus doué que les autres. On fonctionne différemment, ça c'est clair. Je pense que bon, on parle de chiffres. Je vois au niveau, par exemple, on en viendra peut-être à en parler tout à l'heure, au niveau de l'association Mensa, qui regroupe les OQI internationalement. On est au-delà de 131. 2% de la population. À partir de là, c'est pas qu'on est plus intelligent, c'est simplement pour moi que le cerveau fonctionne différemment. Il a un système d'apprentissage différent, il anticipe différemment, il conçoit différemment les choses, il les structure différemment. Et à partir de là, pour moi, c'est pas une preuve d'intelligence. J'ai rencontré des gens profondément bêtes avec des très hauts QI et des gens qui avaient des petits QI, qui avaient une intelligence pointue et du cœur encore plus importante que, je dirais, que le On trouve de tout chez les hauts QI, oui, finalement. Damien, tu es scolarisé à Elbeuf? Non, à Saint-Aubin-les-Elbeuf. À Saint-Aubin-les-Elbeuf. Est-ce que tu es dans une classe spécialisée pour enfants précoces? Non. Très bien. Eh bien, on va voir une classe en particulier qui regroupe justement des enfants précoces, une classe à part à travers un document réalisé il y a 2 ans de cela par Nathalie Valin à l'Institut Saint-Pierre de Caen, donc collège privé qui accueille des enfants précoces. Ils sont dans une classe à part en 6e, et puis après en 5e, 4e, 3e, ils sont disséminés dans l'ensemble de cet institut. À l'issue de la diffusion de ce reportage, eh bien, les acteurs justement de ce document seront avec moi pour nous dire comment ils ont évolué depuis 2 ans. Voici une classe à part. Des enfants qui manifestent à Bordeaux, des parents réunis en congrès à Grenoble. Leur point commun, le droit à la différence pour les enfants intellectuellement précoces, les EIP. Non, je ne suis pas bizarre, je suis surdouée. Jour de rentrée à l'institution Saint-Pierre, un collège privé de Caen. Les cartables sont déjà bien remplis et les petits 6e ont le trac, c'est normal. On regroupe les enfants de la 6e Mauve, 13 élèves et pour la première fois, rien que des garçons. La 6e Mauve, c'est la classe des intellectuellement précoces, une spécificité de cet établissement, la seule classe de la région Bas-Normande. Il y avait de plus en plus de familles qui entendaient parler du phénomène de la précocité. Et il y avait dans nos relations une psychologue qui aussi était très concernée par cette affaire. Alors les familles, la psychologue se sont rapprochées du chef d'établissement primaire et ensuite du secondaire, donc ici. Et c'est ensemble qu'ils ont décidé de prendre cette question en compte vraiment et d'y réfléchir, d'y mettre le temps qu'il fallait et d'ouvrir, il y a maintenant 5 ans, une première classe de 6e avec des enfants dont on avait diagnostiqué, encore que le terme est trop médical pour ce dont on parle, mais où on avait reconnu qu'il y avait une précocité qui pouvait engendrer des difficultés si on n'en tenait pas compte. La précocité intellectuelle concernerait un peu plus de 2% de la population française. 200 000 élèves entre 3 et 16 ans. Et chez les professionnels de l'enfance, on n'aime pas beaucoup le mot surdoué. Il fait trop penser à quelqu'un de parfait qui va développer ses dons de façon magique, alors que l'enfant n'est que intellectuellement précoce, c'est-à-dire que sur le plan affectif comme sur le plan psychomoteur, il a l'âge de ses artères. Donc surdoué ne veut pas dire parfait, ni enfant modèle, ni enfant brillant dans tous les domaines. Il n'est qu'intellectuellement précoce, avec tous les aléas que ça comporte. Aujourd'hui, le surdouement est à la mode. Parents, enseignants, orthophonistes, pédopsychiatres n'hésitent pas à faire passer des tests psychométriques aux enfants qui présentent des aptitudes particulières. Car si on a peur du surdoué non détecté, méconnu, c'est parce que celui-ci va souvent rencontrer de réelles difficultés dans son parcours. La vie de l'enfant précoce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il n'est pas bon en tout, il peut y avoir 5 sur 20 de moyenne, et c'est quand même un enfant précoce. Alors le paradoxe, les enfants précoces présentent souvent des paradoxes, et notamment de mauvais résultats scolaires, des comportements difficiles, des instabilités, tous les problèmes des troubles du comportement qui peuvent les isoler, ne pas avoir de copains. Donc c'est bien que ça soit reconnu, mais je crois qu'il y a encore un gros travail à faire.
Est-ce que tu as eu des problèmes dans ton parcours scolaire? À un moment donné, oui, au CP, au CE1. Et parce que je me sentais... Enfin, d'ailleurs, c'était pas vraiment un pressentiment, c'était vraiment ça. Tout le monde me rejetait. Tout le monde m'insultait de tous les noms. À 8 ans, on te dit que tu es précoce, que tu es un petit peu à part. Quelque part, qu'est-ce que tu en avais pensé? Je me suis dit que j'étais pas la seule, il y en avait plein déjà. Puis, fallait pas que je me sente seule. Fallait que je reste Léa, tout simplement. Ici, on voit plein de trucs. On voit le pont là-bas, le pont que je surnomme le pont bleu parce que c'est le seul qui est bleu sur la RN13. Lui, c'est Guillaume, 10 ans, une bouille à la Harry Potter et une logorée verbale. Au dire de ses parents, il parle même en se lavant les dents. Par exemple, les 2 camions anti-aériens, au lieu d'être à l'arrière, ils étaient à l'avant. Parce que en général, les avions préfèrent attaquer à l'arrière qu'à l'avant, parce qu'à l'avant, il y a plus de défense. Et qu'à l'arrière... Guillaume a été détecté à l'âge de 8 ans, car lui aussi s'est à un certain moment senti incompris. Oh là, le virage, j'ai bien pris. Je crois que je suis bien partie pour les 10 000 francs. J'ai eu des problèmes parce qu'en fait, ça a fait rage dans l'école qu'on me prenne pour un intello. Parce qu'en fait, j'ai eu des problèmes, j'ai changé d'école à cause de ça. Parce que j'ai assez les nerfs à vif. Donc en fait, quand il y en avait qui me traitaient intello, et que je courais ensuite à leur poursuite, en général, après, quand je les tapais, ils allaient se plaindre à la maîtresse et c'était moi qui me prenais toutes les punitions. Donc c'est pour ça que j'ai changé d'école. Ça te plaisait pas qu'on te traite d'intello, tu en as souffert? Oui, j'en ai assez souffert. Bon, il savait lire avant de rentrer au CP par exemple, ce qui peut être déjà un élément qui indique. Il avait, disons, une certaine avance, mais tout allait très bien jusqu'à sa 2e année de scolarité, CE1. Il a déjà commencé à montrer un désintérêt pour l'école, parce qu'il allait plus vite que la moyenne, et donc il avait tendance à toujours faire plus vite pour se débarrasser du travail scolaire et faire autre chose. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu un martien à la maison? Pas forcément un martien, mais enfin en tous les cas quelqu'un qui remet en question plus facilement. Enfin c'est assez curieux à imaginer. Enfin là on peut faire encore une comparaison puisqu'on a 3 enfants et que c'est le 3e dans la hiérarchie de la famille. Oui, c'est particulier parce que c'est quand même des enfants qui ne vont pas se contenter d'une réponse bien souvent et qui vont donc re-questionner, réinsister beaucoup plus que les autres. Alors, qui est-ce qui fait les règlements? Qui est-ce qui compose le règlement? Est-ce que c'est une personne seulement d'après vous? Tous les professeurs. Voilà, les professeurs, le directeur, et puis... Cours de français avec Madame Lambert, qui a suivi une formation spécifique pour mieux comprendre la précocité intellectuelle. Ce qui les caractérise, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de connaissances, mais en vrac. Et c'est comme si on achetait tout un tas de connaissances en vrac, mais c'est pas classé, c'est pas ordonné, c'est pas rangé. Et moi, j'ai l'impression d'être dans cette classe-là comme quelqu'un qui doit ordonner tout ça, qui doit leur donner des méthodes pour qu'ils puissent vraiment profiter de ces connaissances-là, pour qu'ils puissent justement engranger des connaissances, mais empiler des connaissances qui soient structurées. On ne souhaite pas du tout accélérer la scolarité au sens mener l'enfant à tout prix au bac à 14 ans ou à 13 ans. Bon, nous on pense qu'il y a déjà un décalage entre leur maturité intellectuelle et leur maturité affective et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Au contraire, nous on voudrait les socialiser, les ouvrir sur l'extérieur, faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus intégrés dans leur classe, dans leur école, et donc on préfère faire une scolarité normale sur le collège en 4 ans, mais par contre avoir du temps avec ces enfants-là, un petit peu plus que dans d'autres classes. Donc par exemple, au lieu d'avoir des heures d'études dirigées, comme ces enfants-là généralement ont plus de facilité que les autres, on utilise ces 2 heures d'études dirigées pour faire une après-midi découverte.
Ici, c'est à la bibliothèque sonore de Caen. Les outils de lecture des non-voyants vont être une découverte pour les enfants. Vous avez ici des livres et d'autre part sur les rayons, qu'est-ce que vous avez? Des cassettes. Des cassettes. Et des cassettes. Il y a écrit en braille. Voilà, et des cassettes sur lesquelles sont enregistrés donc des livres. On est d'accord? Là, c'est au musée de Normandie, une autre ouverture vers l'extérieur. Vous avez repéré si les maquettes correspondaient à des tableaux qui vous expliquaient les choses. Vous avez regardé? Qu'est-ce que vous avez regardé? C'est un petit plus pour ces élèves, c'est un peu plus de nourriture intellectuelle. Oui, et des nourritures intellectuelles sous une autre forme que strictement livresque et assis dans une classe. Alors est-ce qu'ils sont curieux, ces enfants? Ils sont très curieux, pas toujours disciplinés et organisés, mais parfaitement curieux. Est-ce qu'ils vous étonnent parfois? Oui, ils m'étonnent dans la pertinence de leurs questions, dans une vivacité, une curiosité toujours en éveil. L'habitat, qu'est-ce que Les ça? habitats, ils sont tous dispersés. Ils sont dispersés. Ils étaient à quel endroit sur ce paysage? Vous avez pu localiser? Voilà, sur les hauteurs. Hein. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour détecter la précocité? Je pense que tous les âges sont bons à partir du moment où l'enfant a surtout des difficultés à être à l'école, à être avec ses copains, à partir du moment où il y a souffrance. Il ne faut pas tarder à faire des tests, de faire passer des tests. L'âge, par contre, où on aimerait bien nous les avoir, les voir, ces enfants, c'est à la maternelle. Ouais. À 3 ans et demi, Florian présente tous les symptômes de la précocité. Il joue avec les lettres, jongle avec les chiffres. Il a progressé plus vite que les autres enfants. Mais à l'école, il pleure et régresse. Ses parents sont désarmés. Si sa précocité est détectée, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être rassuré, vous allez mettre un nom sur ce problème? Voilà, déjà je vais être rassurée, je vais pouvoir mettre un nom sur ce problème. Je vais pouvoir peut-être éventuellement rentrer en contact avec des parents qui ont des enfants précoces. Et puis je vais surtout être orientée dans la manière de l'éduquer, parce que je me suis rendu compte que c'est pas un enfant qui fonctionne même si c'est mon premier, comme n'importe quel autre enfant. Caen, Le Havre, Nice, Grenoble, il existe seulement quelques collèges qui proposent un enseignement adapté pour tenter de faire de la précocité un atout et non un handicap, pour faire rebondir les enfants marqués par l'incompréhension dont ils ont fait l'objet. Oui, j'ai eu le sentiment avec quelques enfants, je dirais, de les raccrocher. Je me souviens d'un enfant qui est arrivé à la sortie du primaire chez nous, premier jour de classe. Il était incapable de regarder ni les professeurs ni les autres enfants. Il regardait par terre. Il ne levait jamais la tête, il ne souriait pas. C'est un enfant qui avait vraiment souffert en primaire, qui avait été mis à part parce que on le considérait un petit peu comme une bête curieuse. On ne le comprenait pas. On se disait mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait, d'où est-ce qu'il sort tous ces mots-là? Et toute l'année de 6e, ça a été vraiment notre but d'essayer d'abord de faire sourire cet enfant-là, de le remettre sur les rails. Je vois tout, j'entends tout, mais je ne dis jamais rien. Comme on dit, on est tous embarqués sur le même bateau, on est dans le même bain. Donc on s'entraide un petit peu. Quand, par exemple, avec un de mes copains qui s'appelle Martin, on a vu qu'il y avait un intellectuellement précoce qui s'appelle Nicolas, qui s'ennuyait à toutes les récréations. Depuis maintenant, il joue toujours, il est content, et on l'a bien vu. Au tout début de l'année, il était tout palo, maintenant il est tout rose, il est tout gai. Pour Pierre, Léa, Guillaume et les autres, un QI de plus 130 n'est pas cet effrayant génie dont parlait Chateaubriand à propos de Pascal. Et la vie n'est pas qu'un livre de classe. C'est souvent les préjugés qu'on fait sur les EIP qui sont toujours dans un livre de sciences et tout ça. C'est complètement faux, on a les mêmes passions la plupart du temps et les mêmes envies que les autres. Je suis comme tous les enfants, je joue, je travaille, je fais mes devoirs comme tout le monde, j'ai une chambre, je vis normalement, je mange, je suis comme tous les enfants. Et un document comme celui-ci suscite bien sûr un certain nombre de réactions que nous allons recueillir, vous en doutez, à chaud ici au musée des Beaux-Arts de Rouen auprès de Guillaume,
de Pierre et de Monsieur Daniel également, qui est le directeur de l'Institut Saint-Pierre de Caen. Alors on l'a fait jeune, hein, on est comme ça sur les escaliers tranquilles. Bonjour à vous trois. Alors Pierre, tu es désormais en 3e. Est-ce que ce système scolaire te convient bien? Ben ouais, ça peut encore aller. C'est pas un système scolaire pire que d'autres, mais mieux que d'autres. Je pense que c'est un système scolaire qui est un peu comme les autres. Très bien. Et toi, en ce qui te concerne, Guillaume? Ben, c'est un établissement bien qui a, je pense, un même enseignement que dans les autres collèges. On ne s'en rend pas compte, mais je pense que c'est comme ça. Alors depuis la réalisation de ce reportage, tu n'as pas rencontré de soucis majeurs en ce qui te concerne? Non. Non? Tout s'est bien passé? Oui. Ouais. Tu parles toujours en te lavant les dents? Non. Non. Maintenant. Plus maintenant, c'est terminé. Depuis que tu es passé à la télévision et que tout le monde t'en parle, je suppose. Monsieur Daniel, vous êtes donc le responsable de l'Institut Saint-Pierre à Caen. Vous en êtes à la 7e rentrée? C'est exact, cette fois. Donc on a déjà fait une série complète de la 6e à la 3e et ça continue maintenant. Et ça continue maintenant. Aujourd'hui, vous avez combien d'enfants précoces dans votre établissement? Alors environ 15 par niveau, c'est-à-dire 60, qui sont dans les classes de la manière dont vous avez présenté les choses tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en 6e ils sont seuls, mais pour des raisons à la fois administratives, de moyens et aussi pédagogiques et éducatives, ils sont petit à petit intégrés dans les autres classes avant de quitter le collège. Je vais revenir avec toi, Pierre, donc en 3e. Je crois que tu le disais tout à l'heure, on est comme les autres, on n'est pas toujours dans les livres de sciences. Je crois que tu fais de l'escrime. Oui. Alors justement, est-ce que tu arrives à te faire des copains, des copines en dehors de l'Institut Saint-Pierre? Est-ce que c'est plus facile qu'avant d'ailleurs? Non, c'est comme tout, c'est pas plus facile qu'avant, mais c'est pas mieux, enfin, c'est pas moins bien non plus. Toi, t'as jamais rencontré de problème? Si, en primaire, c'était assez difficile, mais en fin de primaire, ça s'était arrangé déjà. Puis maintenant, je n'ai pas trop de problème, ça. Et penses-tu être mieux préparé pour ton avenir, d'avoir bénéficié en fait de cette structure spécifique d'accueil d'enfants précoces? Ben ça, je pense pas que je puisse le dire, étant donné que j'ai pas une autre vie où j'ai pas été dans ce style d'établissement-là. Mais bon, j'y suis, et puis après, ben, on verra bien pour mon avenir. Guillaume, est-ce qu'on te traite toujours d'un télo? Non, plus maintenant. Et si on le faisait maintenant, est-ce que tu le vivrais mieux? Non plus. Non, c'est vraiment quelque chose qui te plaît pas? Non, j'aime pas trop ce terme. Et est-ce que tu trouves que ta précocité est un atout? Pas dans tous les cas. C'est-à-dire? Des fois on comprend plus vite, mais on est un peu désordonné. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Alors tout à l'heure je parlais de symboles, le musée. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, ces lieux de savoir, de connaissance là, Guillaume, Pierre? Je pense que si on prend ce symbole-là, moi je pense qu'on penserait que tous les enfants intellectuellement précoces sont toujours à essayer de s'instruire. Ben non, on essaie de s'instruire comme tout le monde, quand on est à l'école et tout ça. On peut s'intéresser à certaines choses où on veut développer, mais autrement non. Par exemple, on peut aimer les dinosaures, et dans ce cas-là on peut aller voir des musées sur les dinosaures. Ben, très bien, ça c'est une passion, mais on peut aimer aussi d'autres choses. On a des passions comme tout le monde finalement. Voilà. Hein, qu'on essaie d'approfondir peut-être d'une manière un petit peu plus précise, non? C'est ça? Guillaume, qu'envisages-tu de faire toi plus tard? Je ne sais pas. Tu sais pas? Non. Donc là, tu es en 4e, tu te laisses aller. Tu es plutôt bien. Tu es bien dans tes baskets? Ce ne sont pas des baskets. Oui. Donc à l'école, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Oui. Alors on disait, Monsieur Daniel, 60 enfants précoces. A priori, j'ai l'impression... Vous n'aimez pas non plus le terme de surdoué?
Non, je n'aime pas beaucoup le terme surdoué. C'est vrai que je considère, comme quelqu'un l'a déjà dit tout à l'heure, que l'intelligence n'est pas qu'intellectuelle et que cependant je suis tout à fait d'accord pour dire qu'ils ont un don. Ouais. Et que ce don doit être utilisable. Il est peut-être d'ailleurs à mettre au service de tous. Et notre philosophie, c'est de reconnaître ce don avec la chance et à la fois peut-être les difficultés qui l'accompagnent. Et petit à petit, au fil des années entre la 6e et la 3e, d'arriver à gommer le plus possible de difficultés et à maintenir le don vivant pour le plus grand bien de chacun des enfants et de nous tous. Est-ce que tous les enfants intellectuellement précoces connaissent des difficultés scolaires? Non, pas tous. Non, il y a des enfants intellectuellement précoces qui n'ont aucune difficulté et qui d'ailleurs se trouvent dans les classes ordinaires ou de type classique, et comme ils n'ont pas eu de difficultés, ils n'ont pas manifesté le besoin d'un accueil différent. Alors là, on applique les fondamentaux de l'éducation, on veut des enfants équilibrés, dynamiques, enthousiastes, curieux, et si tout va bien, ils continuent leur chemin. Guillaume, Pierre, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou qui vous déplaît, le fait que l'on parle des surdoués à la télévision, que ce soit le thème d'une émission de télévision? Ben non, c'est au contraire bien d'en parler. Ouais, je pense que c'est à la fois un atout et un désavantage, parce que après on va penser, on va mettre plus à l'écart, dans une autre case les enfants, comme on dit surdoués, mais un terme que j'aime pas non plus. Tandis que justement, on est comme tout le monde et pourquoi on ne serait pas intégré? Mais faire une émission sur ce thème, moi je trouve que pourquoi on n'en ferait pas un sur ce thème-là? Très bien. On en fait bien sur d'autres. Ok, d'accord. Donc on a eu raison finalement. Pourquoi aussi peu d'établissements accueillent des EIP? Il y a d'ailleurs beaucoup d'établissements qui ont des EIP sans le savoir et qui s'en occupent bien. Je pense qu'ils auraient intérêt d'ailleurs à se rapprocher de ceux qui ont un peu d'expérience quand même dans ce domaine pour conforter leur pratique. Mais je crois que la différence fait toujours un peu peur. Et que s'adapter à une différence, parce que quelquefois les enfants, les IP sont très différents. Enfin, ils peuvent avoir ce sont des tempéraments très marqués, à la fois avec de l'enthousiasme et puis des moments de déprime complète, des enfants qui tiennent pas en place et d'autres qui ont un comportement parfait. La différence fait toujours un petit peu peur, et moi j'ai plutôt tendance à penser que la différence nous enrichit tous. En Normandie, en termes d'établissements qui accueillent des enfants intellectuellement précoces, eh bien nous sommes plutôt bien lotis, car il y a l'Institut Saint-Pierre à Caen, et puis il y a également au Havre le collège de la Hève et l'institution Saint-Joseph, et puis depuis peu également le collège Joliot-Curie. Reportage d'Amis Mathias réalisé au Havre il y a 2 ans maintenant. Dur d'être précoce, pourrait-on dire, tant la précocité n'est pas sans poser de problèmes aux enfants concernés ou à leurs parents. Les études montrent qu'il existe autant de précoces que de déficients mentaux par rapport à un groupe d'individus dont le QI se situe généralement entre 80 et 115. Faute d'être détectée à temps, la précocité peut engendrer violence scolaire, insociabilité, voire psychose chez l'enfant. Pour éviter ce gâchis, on aménage des classes, comme ici, au collège de la Hève, et cette 6e compte, elle, une quinzaine d'enfants précoces, dont Arthur. Il a 10 ans, il aime les maths, les langues vivantes, le tennis et veut faire médecine plus tard. Compter, je trouve que ça sert dans la vie, tout ça, puis moi je trouve que c'est assez amusant, tout ça, donc j'aime bien. Et après les maths, qu'est-ce que tu préfères? Peut-être le français. Oui. Pourquoi? Ça sert à s'exprimer, on réfléchit à des textes, tout ça, on les utilise après plus tard, donc moi j'aime bien. Est-ce que tu peux donner les qualités d'un bon professeur? Ça apprend bien, c'est gentil, ça aide ainsi un élève, et puis ça enseigne bien. Axel est arrivée après la Toussaint. Elle aime le patinage et l'équitation et dit qu'elle veut être plus tard médecin pour bébé. Je m'ennuyais en CM2.
Et tu t'ennuyais pourquoi? Parce que j'avais tout appris l'année dernière, parce que l'année dernière j'étais en CM1, CM2 et puis des fois je suivais avec les CM2. Et ça n'a pas été trop difficile pour rattraper tout le monde? Pendant les vacances, Claire elle m'avait prêté ses cahiers puis j'ai relu les leçons qu'ils avaient fait avant. Claire, une petite bonne femme de 9 ans qui était dans sa classe l'an dernier. C'est le test de Wechsler, inventé par l'armée américaine en 1939 pour sélectionner des GIs, qui permet de définir le QI de l'enfant. Il est composé d'un test verbal et d'un test de performance, chacun ayant 5 épreuves. C'est la moyenne des deux qui est prise en compte. À la différence du verbal, la performance ne fait pas appel à l'acquis. Donc il y a une succession de questions, les questions sont de plus en plus difficiles, on va continuer à poser les questions même si on dépasse l'âge réel de l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant fasse 4 erreurs consécutives. En dehors de ces tests, de nombreux signaux peuvent alerter les parents, notamment les questions que l'enfant se pose très tôt. La mort, ce qu'il y avait après, pourquoi les animaux préhistoriques, pourquoi on était là, ce qu'on faisait, des questions existentielles, je dirais, mais tout petit, il y avait toujours un contraste entre l'enfant en tant que petit et puis son monde. Mais certains signaux sont négatifs, comme la maladresse, le manque d'habileté dans la coordination motrice ou les difficultés affectives. Plus nombreux sont les signaux positifs. Ils ont été répertoriés, c'est la grande curiosité intellectuelle de l'enfant, c'est le fait qu'il s'intéresse aux discussions d'adultes et pas aux discussions d'enfants, qu'il a un vocabulaire très élaboré, il peut parler tardivement, mais en tous les cas, il ne parle jamais avec un langage très enfantin, très bébé. Tout de suite, les phrases sont construites, tout de suite, il a un vocabulaire riche. C'est un enfant qui s'intéresse à des sujets existentiels, très tôt, qui pose des questions auxquelles parfois les parents d'ailleurs sont en difficulté pour répondre sur la vie, la mort, les astres. Pour eux, l'éducation nationale autorise les dérogations à la carte scolaire. Ces classes, créées ici en 1998 pour faire rebondir des enfants traumatisés par l'incompréhension dont ils faisaient l'objet, sont acceptées par le ministère parce qu'elles ne demandent pas de moyens supplémentaires. Hyperactifs, ces enfants s'ennuient facilement en classe si on ne leur donne pas suffisamment de nourriture intellectuelle. À Saint-Joseph, une institution privée, les enfants font de nombreux travaux pratiques qui les occupent. Quelquefois, l'impatience peut faire place à l'irrespect et cela oblige les professeurs à modifier leur méthode et leur approche. On les materne, on les nourrit, on accepte quelquefois des choses, ce sont des enfants qui écrivent souvent très mal, on accepte ce défaut, on essaye de le corriger, parce qu'il faut quand même les corriger, on essaye de le corriger, mais on ne va pas systématiquement les pénaliser parce qu'ils écrivent mal, ça on le sait. L'Association française pour les enfants précoces attire quant à elle l'attention de l'éducation nationale et des parents sur les besoins de l'enfant. La précocité est-elle innée ou acquise? Tout le monde n'est pas d'accord sur la question. Une chose est sûre, nous naissons avec le même nombre de neurones, seules diffèrent les connexions. Donc plus l'enfant va être dans un milieu stimulant, ça ne veut pas dire un milieu socioculturel élevé d'ailleurs, et plus l'enfant va être dans un milieu stimulant, plus il va y avoir de connexion entre les neurones. Et plus il y a de connexion entre les neurones, plus l'intelligence se développe. Retour au musée des Beaux-Arts de Rouen pour cet entre nous consacré donc aux surdoués, aux enfants intellectuellement précoces et puis aux adultes à haut quotient intellectuel. Plus d'une cinquantaine donc d'établissements privés proposent des structures d'accueil pour les précoces en France, une dizaine d'établissements publics et en fait au Havre, vous l'avez compris, la ville du Havre dispose de plusieurs établissements qui accueillent des enfants précoces. Sylvie Robert est membre de l'AFEP, l'Association française des enfants précoces. C'est un petit peu grâce à vous quand même que toutes ces structures-là existent au Havre, non? Parce que vous êtes havraise. Je suis havraise et effectivement j'ai décidé de fonder l'antenne de la Haute-Normandie pour l'Association française pour les enfants précoces en 1997. À l'origine de tout ça, j'ai organisé une conférence à l'université, conférence à laquelle ont assisté un certain nombre d'enseignants et de chefs d'établissement et ma foi, ils ont été assez rapidement convaincus de la nécessité de mettre en place des structures d'accueil pour ces enfants qui étaient en souffrance dans le système scolaire. Voilà. Donc Monsieur Jachet, Monsieur Demeignier, qui sont respectivement anciens principaux du collège de la Hève
nouveau principal du collège Joliot-Curie du Havre, directeur de l'institution Saint-Joseph au Havre. Vous avez été sensibilisé par Madame Robert. Alors, première question à vous deux, est-ce que vous étiez sensibilisé par hasard? Vous connaissiez des précoces dans votre entourage, et l'un et l'autre? Il y avait des échecs inexpliqués, qui semblaient inexplicables et qui nous ont laissé perplexes un certain nombre d'années, jusqu'à ce qu'on se dise que peut-être il y avait une réponse et une cause à nos échecs avec des enfants apparemment capables de réussir et qui pourtant, avant de nous quitter à la fin de l'année de 3e, craquaient complètement. Monsieur Demeillier? En ce qui nous concerne, le projet éducatif de l'établissement prévoit que nous accueillons tout élève, quel qu'il soit, sans sélection, mais en lui proposant des structures adaptées, soit à ses difficultés scolaires, soit à ses potentialités. Et l'accueil des précoces entre donc parfaitement dans le cadre de la politique de l'établissement. Et effectivement, Madame Robert est venue à plusieurs reprises parler des enfants précoces et m'a non seulement convaincu, mais a convaincu l'équipe éducative de l'établissement de monter une telle section. Alors justement, c'est un petit peu, je suppose, difficile pour l'équipe éducative. Je pense aux enseignants, par exemple. Il y a une formation spécifique peut-être pour accueillir des précoces, parce qu'il faut être capable, par exemple, d'être prise en faute en ce qui concerne son enseignement, quelques erreurs qu'ils peuvent commettre ça et là, et c'est vrai que ça peut être très mal vécu. Alors comment vous avez mis en place cette structure d'enseignement? Alors, nous sommes partis de rien. Au départ, il n'y avait aucune formation et nous avons fait notre propre découverte, je dirais, sur le terrain et au jour le jour. Convaincu donc par Madame Robert, effectivement, qu'il devait bien y avoir quelque chose à faire, il a fallu s'organiser avec les moyens du bord, car notre initiative était une initiative du terrain qui n'était pas du tout une commande institutionnelle, qui souffrait même d'une certaine méfiance, qui suscitait une suspicion. Et il a fallu balayer les ambiguïtés et les malentendus, l'incompréhension des autres qui croyaient que, sous prétexte que nous voulions monter une structure particulière pour accueillir les enfants intellectuellement précoces, nous voulions d'une manière détournée accueillir de bons élèves. Ce qui n'était évidemment pas le cas, puisque nous voulions surtout intégrer et mener brillamment, heureusement en tout cas jusqu'à la sortie du collège, tous ces enfants. Monsieur Demeillier? Bien, en ce qui nous concerne, donc, l'équipe de professeurs est une équipe de professeurs volontaires qui a été informée de la précocité, et un bon nombre d'enseignants a suivi une formation. Cette équipe de professeurs est placée un peu sous la responsabilité d'une responsable des enfants précoces dans l'établissement, responsable que nous avons vu dans le film précédent. Sylvie Robert, votre action a eu, on le voit, des effets très positifs, la création de structures d'accueil sur la ville du Havre. Avec le recul, y voyez-vous une sorte de revers de la médaille en ce qui concerne cette sensibilisation et puis finalement cette surmédiatisation? Le revers à la médaille, effectivement, c'est peut-être d'alerter, d'inquiéter outre mesure les parents qui parfois sont complètement paniqués à l'idée d'avoir chez eux un enfant intellectuellement précoce. Et je pense que maintenant, notre mission va être de rassurer ces parents en leur disant qu'il existe des structures d'accueil et qu'en tout état de cause, ces enfants sont sans aucun doute précoces, mais ce sont avant tout des enfants qui ont besoin d'être éduqués comme tous les autres. Et qui ont besoin d'avoir des limites, un cadre de vie rassurant et structurant pour eux, autrement dit des parents, qui n'aient pas peur d'être des parents. Et ce sont des enfants qui ont également besoin de beaucoup d'amour, mais ça, je pense que les parents le savent et en donnent suffisamment. Alors on a vu justement le numéro de téléphone de l'AFEP en Normandie pour se renseigner en ce qui concerne justement les structures d'accueil et quoi faire. Il y a également le paradoxe de la précocité intellectuelle paru au CRDP que l'on doit à Monsieur Jachet, qui est donc finalement en quelques années devenu un spécialiste de la précocité intellectuelle. Et je note là, d'une manière circonstanciée, ce que n'aiment et n'aiment pas les EIP. Alors les EIP comprennent vite et s'ennuient vite, il faut donc éviter les redites trop fréquentes, il faut avancer et faire du neuf.
Et oui, ce sont des enfants qui auraient pu paraître insupportables à un enseignant non prévenu, non informé. Ils ont un comportement qui est demandeur, ils ont soif de culture, soif d'apprendre, soif de progresser. Ça se traduit parfois par des manières un peu impatientes. Et s'il y a malentendu entre l'enseignant et l'enfant, les relations peuvent se dégrader assez rapidement. Ce qui est dramatique, c'est qu'un enfant qui aurait pu faire des études heureuses risque de se trouver en conflit avec son enseignant. Alors, des remarques teintées d'humour distinguent les classes de IP où les connaissances acquises par d'autres sources sont mises à profit, la mémorisation fonctionne bien. Vous m'avez parlé en préparant cette émission de l'humour vraiment teinté de la structure d'accueil EIP. C'est quelque chose qui ressort assez régulièrement. Oui, il est vrai que nous sommes très souvent surpris du comportement et des problèmes que peuvent se poser certains enfants. Je peux vous citer une ou deux anecdotes, je crois que c'est important et ça éclaire un peu le débat. Il m'est arrivé il y a 2 ans de recevoir dans mon bureau un jeune que je vais appeler Charles, qui avait un comportement un peu pénible en classe, qui n'écoutait rien, qui regardait toujours tête en l'air, etc. Et je lui ai dit, Charles, c'est pas possible de continuer comme cela, que se passe-t-il? Charles m'a dit, monsieur, j'ai un problème. Ah, de quel problème s'agit-il? Je voudrais savoir si l'univers est fermé ou ouvert. Et il a ajouté, si l'univers est ouvert, Dieu existe. Si l'univers est fermé, il n'existe sans doute pas. Et puis après, il redevient enfant en disant, ça m'embête un peu tout cela parce que plus tard, je voudrais être cosmonaute. Et si l'univers est ouvert, je ne pourrais pas rentrer chez moi. Donc évidemment, un tel enfant qui se pose ce genre de questions en 6e était sans doute peu intéressé par le cours de mathématiques où on lui apprenait à additionner 1,5 plus 1/3. Il était à des années-lumière de ce type de problème. Donc de l'humour, des remarques teintées d'humour, vous en avez, je suppose, vous également, Monsieur Jachet. Ils sont souvent assez lucides sur leur situation et sur la qualité de leurs interlocuteurs. Et ils attendent beaucoup des adultes, ils attendent beaucoup de leurs enseignants. Et parfois, malheureusement, ils sont déçus. Et ce qui peut créer des grands moments, non pas forcément toujours comiques, hélas, mais des moments un peu tendus, c'est lorsqu'ils se décident à faire comprendre à leurs enseignants ce qu'ils pensent d'eux. Et ça commence à devenir problématique pour nous. J'imagine. Madame Robert, les parents doivent être solides face à des enfants précoces. C'est ce que vous voulez dire finalement. Il ne faut pas démissionner, il faut tenir son rôle de parent. Tout à fait, tout à fait. C'est important. C'est important. Mais écoutez, on va essayer de voir cela d'une manière un petit peu plus concrète avec une maman, son fils, et puis finalement également des adultes qui n'ont pas été détectés, parce qu'à l'époque, on en parlait sûrement un petit peu moins, qui sont également avec moi, nos invités, Frédéric Choulan, Marc Tortarello, Isabelle Gianfreda et Damien, que nous avons aperçus en début d'émission. Jeune homme, madame, messieurs, quelques réactions peut-être par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis le début de cette émission. On va commencer par vous, Isabelle. Des réactions par rapport aux enfants, oui, c'est vrai que d'entendre Guillaume et Pierre, je dirais Guillaume, j'ai l'impression de voir ma fille au masculin, parce que j'ai une petite fille de 3 ans qui est comme ça. Elle parle effectivement en se brossant les dents, elle s'allume le matin et on la débranche le soir. Donc c'est magique, ce sont des enfants magiques. J'aimerais que l'on dise, vous, de quelle façon vous vous êtes rendu compte que vous aviez un haut QI? Par mon fils. Damien a fait une dépression nerveuse quand il avait 7 ans, une combinaison de beaucoup de choses. Effectivement, ce rejet des autres enfants à l'école, le refus des institutrices, pas en maternelle, parce qu'en maternelle, il a eu une équipe fabuleuse, mais arrivé au CP, trop pointilleux, trop curieux, ces questions dérangeaient. Il a même remis la maîtresse, si on peut dire, en place sur certaines leçons où elle faisait des erreurs et ça a été le déclenchement. Donc vous lui faites passer des tests. Voilà. Il est au-dessus de la moyenne. Oui. Et vous vous rendez compte, vous, en fonction de tout ce qu'il a vécu, vous avez vécu un peu la même chose lorsque vous étiez enfant. Je suis restée une grande petite fille et très très proche des enfants, des miens essentiellement évidemment, mais de tous les enfants en général, ça passe très très fort. Et j'ai gardé conscience de ce que je pensais quand j'étais petite fille. On a tendance à mûrir effectivement et à oublier ce qu'on pensait enfant. Moi j'ai gardé très fort ces sensations-là et je me suis dit ce qu'il ressent, je l'ai ressenti. Cette sensation pas de rejet mais de différence, de pas être intégrée, de pas être comprise, d'être mise à l'écart.
l'écart. Et là, je me suis dit, bah, si ça se trouve, c'était ça. C'était simplement ça qui, je dirais, mon mari, donc le papa de Damien, m'a toujours dit que j'étais une mutante. C'est exactement ça, l'impression d'être pas sur la bonne planète. Et voilà. Moi, j'aimerais avoir ton avis, Damien, le fait de savoir que ta maman est finalement comme toi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a rassuré? Non. Non? Non. Non. Bon, très bien. Damien, dis non. Et maintenant, tu vis bien ta scolarité? Bah, un petit peu mieux, mais à l'école, il y en a toujours qui me disent que je suis un intello ou des choses comme ça. Je crois que c'est la première fois que tu parles de cela devant le plus grand nombre, parce qu'on est dans une émission de télévision. Tu avais vraiment envie d'en parler? Ça te gênait pas? Non. Très bien. Marc et Frédéric, vous, en ce qui vous concerne, vous avez été détectés un petit peu plus sur le tard. Moi, j'aimerais savoir de quelle façon vous êtes rendu compte, et l'un et l'autre, de votre haut QI, de votre quotient intellectuel au-dessus de la moyenne. Je parle. Allez-y, Marc. Je dirais que le hasard a joué une grande place là-dedans. Moi, au contraire des enfants qu'on a entendus tout à l'heure, j'avais un décalage très important. Alors, est-ce que c'est dû au fait que j'ignorais, ou qu'à l'époque on parlait beaucoup moins de ce genre de choses, et que eux sont déjà informés de ce qui se passe? J'ai souvent été le solitaire. Parce que j'avais une évolution qui ne se faisait pas comme tout le monde. J'étais loin d'être le meilleur de la classe, je le dis tout de suite. Ma différence, c'était que, si pour donner un exemple concret, je suis arrivé au CP sans que mes parents aient pensé à me faire apprendre plus ou moins l'alphabet, etc. J'ai donc commencé comme, je dirais, tout le monde, sans même maternelle ou quoi que ce soit. À la fin du CP, j'avais déjà lu toute la collection de la comtesse de Ségur. Au cours moyen première année, j'avais lu, je dirais, la quasi-totalité, c'est difficile, c'est beaucoup dire, mais j'avais lu quand même, je connaissais tous les auteurs du 19e siècle, que j'avais lu dans le texte, je ne veux pas dire dans la bibliothèque verte en version raccourcie, etc. Quand je lisais Notre-Dame de Paris, c'était les 6 tomes complets, ou le Comte de Monte Cristo par exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes à l'école et que vous voulez parler de vos intérêts avec vos amis, ceux que vous considérez qui sont avec vous? Vous commencez à parler de ce que vous venez de lire, et je me souviens par exemple particulièrement, je venais de lire un roman d'Erckmann et Chatrian. À quel âge? 9 ans à peu près. Très bien. Oui. Et j'en parle. Mais avouez, franchement... Oui, dans la cour d'école, avec des copains de 9 ans, effectivement, là, c'est un peu hors sujet. Tout à fait. Et attention, j'avais affaire, je voudrais bien que ce soit clair, j'étais porté vers cette littérature, etc. Je n'étais pas le meilleur de la classe. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas certaines choses, je ne comprenais pas mon isolement, etc. Alors qu'il y en avait un qui, lui, était bien meilleur que moi en calcul, etc. Vous voyez. Et vous parlez donc, vous m'avez demandé pour la question de la découverte. Bon, je dirais qu'il y a eu la phase où pour la maman j'étais le plus intelligent, mais ça je crois que tout le monde y passe. Comme elle disait également que j'étais le plus beau, avec le recul, j'ai un peu relativisé. Donc... Vous êtes dur avec vous. Bon, allez. Je plaisante. Tu m'en doutes. Enfin, pas tout à fait quand même. J'en étais donc, excusez-moi, oui, j'en étais la façon de la découverte. La découverte s'est faite un peu par hasard. Tout d'abord, je n'ai pas continué ma scolarité pour raisons familiales, enfin je ne rentrerai pas dans le détail, et j'ai fait des tests d'orientation professionnelle. Là déjà on m'a dit attention, je voulais m'orienter vers l'hôtellerie, comme serveur, etc. Et celui qui faisait passer les tests m'a dit écoutez, faites ce que vous voulez, mais vous devriez quand même continuer. Bon, déjà ça titille un peu. Et le grand moment là où j'ai vraiment lu la révélation, ça a été à l'armée, dans le temps où on faisait les 3 jours, qui était où vous passiez tous les tests, une batterie de tests pas possible, que ce soit en culture, que ce soit en intelligence, que ce soit physique, etc. etc. Et j'ai eu les résultats, les notes maximales. Voilà. Donc là c'est le hasard effectivement. C'est le hasard.
Là aussi, avec le recul, avant de parler avec Frédéric Choulon, qui pour lui, ça n'a rien changé véritablement dans sa vie, il va nous le dire dans un petit instant, quoique, avec le recul, est-ce que vous auriez préféré bénéficier de structures d'accueil comme c'est le cas maintenant? Je pense que j'aurais toujours été un mauvais élève. Un jour, ma mère m'avait dit, finalement, tu n'es pas fait pour les études. Je lui ai dit, non, ce sont les études qui ne sont pas faites pour moi. Donc peut-être, effectivement, je rejoins ce que vous me demandez. Mais non, je pense que j'aurais été toujours un mauvais élève. Frédéric Choulon, écoutons-vous, on va vous écouter plus exactement. Vous êtes détecté sur le tard à l'âge de 27 ans. 27 ans. Oui. De quelle façon? Bien, c'était assez classique, je pense. C'était dû au début de la médiatisation de la précocité intellectuelle. Très précisément, je crois que c'était une émission de Jean-Marie Cavada, La Marche du siècle, effectivement. C'est ma mère qui l'avait regardé. Moi, à l'époque, je ne sais plus trop ce que je faisais, mais je pense que j'écoutais plutôt la radio. Et elle a cru reconnaître certaines de mes caractéristiques dans celles qui étaient développées dans l'émission. Ça a un peu titillé ma curiosité, donc j'ai commencé à faire des tests. À l'époque, c'était sur Minitel. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé, alors on en a un peu parlé au début de l'émission, vers l'association Mensa qui proposait de passer des tests surveillés en temps limité. Et j'ai fait la démarche pour voir ce que ça allait donner, et puis j'ai eu une réponse positive. Donc vous voilà. faites partie des 2% de la population mondiale au-dessus de 130, je crois. Alors la corrélation entre les tests et le QI, bon, c'est à titre illustratif et ça n'a aucune valeur scientifique. Donc on évalue que c'est à peu près à 132. Ouais. Mais en réalité, le principe de base, c'est qu'il y a une batterie de tests et il faut être dans les 2% qui ont les meilleurs résultats à un des tests passés. Donc, vous savez, est-ce que cela change quelque chose dans votre vie de tous les jours? L'information en elle-même? L'information. Pas vraiment, non, je ne peux pas dire. Et justement, sur ce que vous avez pu rencontrer comme difficulté lorsque vous étiez enfant? Ça peut expliquer en partie certaines choses, mais à mon avis, je considère que le parcours d'un individu est assez complexe et que les causes qui font qu'il a tel ou tel tempérament, qu'il a tel ou tel comportement sont beaucoup plus variées que le fait d'avoir un haut QI ou pas. Très bien. Alors pourquoi faire partie de Mensa? Mensa, on rappelle que c'est une association qui veut dire, c'est l'esprit. Hein. Non. Mens, c'est l'esprit. Enfin, on ne va pas expliquer pourquoi. D'accord. Au début, ils avaient pris ça, mais ils n'ont pas pu le garder, ça s'était déjà pris, donc ils ont changé le nom et ça s'est appelé Mensa, la table. Ce qui est d'ailleurs plus conforme aux réalités des réunions, parce que la table est un élément majeur. Qu'allez-vous y chercher dans cette association? Concrètement, moi, c'était très simple et très terre à terre. Je trouvais que c'était un moyen de rencontrer des gens un peu différents, on va dire, pour simplifier. Et ça élargissait mes horizons, ça continue de le faire d'ailleurs. Et puis, je m'y suis intégré, je me suis bien senti. Maintenant, j'ai même des responsabilités, donc je continue. Voilà. Très bien. Isabelle, vous, en ce qui vous concerne, à Mensa, qu'est-ce que vous allez y chercher? J'y cherchais déjà un retour vers l'extérieur parce que j'étais restée très longtemps, si on peut dire, enfermée à la maison. Ouais. Parce que je trouvais pas ma place dans le milieu du travail. J'ai quitté l'école, pareil, avant le bac, un mois avant de passer mon bac de français. Donc pas de diplôme. Au boulot, effectivement, quand j'arrive dans une place, on me dit que je comprends tout très vite. À partir de là, j'ai envie de prendre des responsabilités. Enfin, on me donne des responsabilités, mais bon, ça accroche très vite avec l'autorité. Et donc je m'étais un peu occupée de mes enfants. Donc j'avais eu Damien, et puis après j'ai eu Candice, et j'ai passé... J'en étais à ma 2e année de congé parental, mais vraiment sans contact trop vers l'extérieur, quoi. Et puis la dépression nerveuse de Damien, les tests que j'ai passés à Mensa, je suis ressortie, je me suis mis à revivre. J'écris énormément, j'écris depuis que j'ai appris à former des lettres. Envie à nouveau d'écrire, mais avec des personnages non plus que mystiques, quoi, que ceux que j'imaginais, ceux que je rencontrais un peu dans la vie. Alors Damien, lui, aime les dinosaures. Vous avez plein de passions, je crois aussi. Ah oui. Plein de passions. Tout. Hein? Tout. Une grande passionnée de tout. Tout ce qui est, je dirais, un peu hors norme. L'astronomie, la paléontologie. Alors je ne suis pas au niveau de Damien, ça c'est clair. Damien me surclasse au maximum. Quand il se met à me parler de ces dinosaures, je comprends rien du tout.
Par contre, j'ai une passion pour les fouilles, effectivement, je fouille et j'adore ça. La musique, l'écriture. C'est vrai que l'écriture, c'est mon fil conducteur. Et vous parliez tout à l'heure d'instabilité professionnelle. Je crois que vous avez fait plein de métiers aussi. Vous avez été caissière, attachée de presse. Vous avez été palefrenier soigneur. Palefrenier. Maintenant, je conduis des prototypes de voitures. Donc j'essaye tout, quoi. Je vais essayer un toit ouvrant, un moteur, une boîte de vitesse, un siège, une moquette, un autoradio. Je passe ma journée dans les voitures à chercher ce qui ne va pas, la petite bête, toujours la petite bête. Marc, à côté de vous, a créé une petite bête, c'est Bibi Phoque, oui, qui a fait un animal de dessin animé. Un petit animal de dessin animé qui a fait le tour du monde. Est-ce que justement vos capacités intellectuelles vous ont permis de réussir plus facilement votre carrière professionnelle? C'est une bonne question. Merci. Et je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Cela m'a très certainement permis de m'intégrer plus facilement ou de comprendre plus vite les choses que j'ignorais. Je dirais que c'est une constante un petit peu chez les HQI d'arriver à intégrer, on peut dire, pratiquement n'importe quelle conversation, avec plus ou moins de connaissances dans le domaine traité, mais enfin d'arriver quand même à comprendre ce qui se dit avec souvent des personnes bien plus calées que nous dans ce domaine. Donc je ne pense pas. Quoique maintenant j'ai bien quand même fait noter que ma surdouance, comme on dit entre guillemets, était très littéraire, très artistique. Bon, je pense qu'il y a des artistes qui sont plus doués que moi, qui ne sont pas forcément de HQI, etc. Mais c'est vrai que ça a pu quand même m'aider à un moment ou à un autre. Et ça m'a permis, bon, on parlait de ce petit animal qui est fait, voilà, ça m'a permis de le travailler en tant que créateur, en tant que scénariste, mais également en tant que producteur, c'est-à-dire celui qui manie les chiffres et l'argent. Donc ce qui m'ouvrait quand même pas mal d'horizons, mais je ne pense pas être un cas exceptionnel. Et vous, Frédéric, est-ce que ça vous a aidé dans votre carrière, pour votre haut QI? De façon marginale peut-être. Ouais. Ça pourrait être un élément déterminant. Vous j'ai vraiment l'impression que ça n'a rien changé vraiment dans votre vie. L'information en elle-même, non. Cette réalité-là, non, pas vraiment. Après, c'est surtout l'entrée à Mensa qui a un peu modifié ma vie sociale, c'est tout. Très bien. Pour le reste, non. Très bien. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Frédéric, Marc, Isabelle, Damien, et aux enfants également de Caen, à Madame Robert et aux deux responsables d'établissement à Vray. Merci à tous de nous avoir proposé ce moment assez privilégié sur les enfants intellectuellement précoces et sur les adultes à haut quotient intellectuel, ici au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Merci à l'ensemble du personnel, bien sûr, du Musée des Beaux-Arts de nous avoir accueillis, à la ville de Rouen également. À propos de musées et de lieux de connaissances rouennais, sachez que nous avions pensé réaliser cette émission depuis le Muséum d'histoire naturelle de Rouen, mais il était fermé. Et ce musée attend d'ailleurs votre souscription, une souscription grand public destinée à financer sa rénovation et sa réouverture. À bon entendeur, salut. La semaine prochaine, 15h50, un entre nous consacré au sport amateur et on met en exergue les bénévoles. Samedi prochain, 15h50, on sera entre nous.